Merci à tous et à toutes d'être là en fin de journée pour m'écouter. Je vais essayer de vous parler de choix narratifs et d'immersion. Mais simplement avant de commencer, c'est une longue journée pour tous et pour toutes. Sentez-vous libre de faire ce dont vous avez besoin, partir, vous lever, bouger, manger, boire. Voilà, je tenais juste à le préciser. Pour vous dire un petit peu d'où je parle, voici mon parcours en quelques images et mots. J'ai fait une thèse en littérature comparée que j'ai soutenue en 2019 qui portait sur la littérature et le jeu vidéo. J'ai un parcours dans l'industrie où j'ai travaillé chez Bimove sur Moonlight Lovers, puis chez The Seed Crew sur des jeux à impact sociaux, notamment Recover et Alix et Yanis. Et j'ai aussi une casquette de recherche. Je suis chercheuse en Game Studies et dans ce cadre-là, je fais plein de petites expérimentations que je mets notamment sur itch.io et parfois sur Steam. Et c'est de ce jeu-là dont on va parler beaucoup. C'est un visual novel. Il s'appelle 7 jours, 7 lieux, 7 vies. Pour vous donner un petit peu le contexte dans lequel il a été créé, à la fin de ma thèse en 2019, c'était aussi la fin d'un gros contrat chez Bimove. Il y a eu un projet de recherche lancé par le GIS Jeux et Sociétés qui portait sur la perception du hasard et de la nécessité dans les jeux vidéo. Et c'est comme ça qu'est né ce jeu avec une première phase de recherche et de design au printemps 2020, puis en été 2020, la phase de création d'assets graphiques avec l'aide de Clément Neca qui a fait les personnages. Je n'ai aucune compétence en dessin. Une phase d'écriture des dialogues et de programmation fin 2020. Et puis ensuite, entre 2021 et aujourd'hui, une première phase de recherche exploratoire sur la réception du jeu. Mais c'est moi qui l'ai menée. Vous vous doutez que quand on est autrice du jeu et qu'on demande aux joueurs et aux joueuses ce qu'ils en ont pensé, comment ils l'interprètent, forcément, les réponses sont très biaisées. Et donc, du coup, une deuxième phase de recherche qui a été menée en collaboration avec Gabrielle Lavenir. Alors, elle n'est pas là avec moi aujourd'hui, mais c'est son travail que je vais présenter en grande partie. Elle est sociologue et elle travaille sur les publics de médias. Elle enseigne, elle est chercheuse et elle travaille maintenant sur un projet d'ANR qui s'appelle Menstrutech, mais elle aime collaborer avec les gens qui sont dans les industries culturelles et créatives, notamment les gens du jeu vidéo. Donc voilà. Donc, pour vous raconter un tout petit peu le projet de recherche, il s'agissait d'une réflexion sur la perception du hasard et de la nécessité au sein des jeux narratifs, et en particulier l'impact des choix narratifs sur l'engagement narratif des joueuses. Alors j'ai menti un petit peu dans mon titre, j'ai parlé d'immersion, et là, dorénavant, je vais parler d'engagement narratif en prenant en compte non seulement les processus d'immersion, mais aussi les processus de réflexivité, par exemple. Donc mon projet est vraiment ancré dans les recherches sur les jeux vidéo et en particulier les recherches sur la narrativité vidéoludique. Je ne peux pas vous faire un panorama complet, mais voici 3 ouvrages fondateurs. Cybertext en 1998 par Espen Arzet, Avatars of Story par Marie-Laure Ryan en 2006 et plus récemment l'ouvrage de Fanny Barnabé. Dans l'ensemble des recherches sur la narrativité vidéoludique, certaines recherches m'ont intéressée en particulier, toutes celles qui concernaient les typologies de choix. Alors, quand des universitaires font des typologies de choix, ça donne ça, par exemple. Donc, on va avoir des dead end, des false choice, des blind choice, vous connaissez. Dans les autres recherches qui m'ont beaucoup intéressée sur les choix, il y a une partie de recherche qui porte sur la mise en scène du choix, notamment un article qui insiste sur l'importance de la mise en scène du choix. Toute cette littérature scientifique-là, je l'ai mise en regard des discours qui sont présents dans l'industrie sur le design des choix. Alors, ce qu'on retrouve comme discours très courant, ou qu'on trouvait au moment de la conception du jeu, donc en 2020, c'est que les choix sont designés en fonction des conséquences, qu'il faut designer les choix en fonction des conséquences pour notamment donner de l'agentivité, agency en anglais, aux joueurs et aux joueuses. Donc, il faut faire des choix informés, c'est-à-dire des choix dont les joueurs et joueuses voient
potentiellement la conséquence. Il faut que les branches soient tout aussi intéressantes les unes que les autres. L'illusion du choix est donc un mal nécessaire. Et puis, il faut utiliser des indicateurs au moment du choix. Truc bidule va se souvenir de ça, pour citer vaguement un jeu qu'on connaît tous et toutes. Et puis, il faut faire des rappels après le choix. Ceci se passe parce que vous avez fait tel choix à tel moment. Les moments de choix sont ce qui va donner le rythme au jeu, le pacing. J'ai mis ici 4 sources parce que je viens de l'université, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà, si vous voulez que je vous les donne, je les envoie avec grand plaisir. Un discours qui est plus rare en 2020 dans l'industrie du jeu vidéo sur les choix, c'est l'importance des choix réflexifs. Et en ce sens, il y a l'article absolument fantastique de Kat Manning sur comment est-ce qu'on crée des choix réflexifs, c'est-à-dire des choix qui n'ont pas forcément de conséquences, mais dont la seule présence a du sens dans l'expérience narrative. 2 concepts ont largement émergé de cette mise en réflexion des écrits des professionnels et des écrits des chercheurs et des chercheuses, notamment le concept d'agentivité. Dans les 2 sphères, l'agentivité est souvent comprise par les travaux de Janet Murray, qui définit l'agentivité comme le pouvoir satisfaisant de prendre une action qui a du sens et de voir le résultat de nos décisions et de nos choix. C'est donc une sensation de pouvoir, de contrôle pour les joueuses, mais on peut aussi parler d'agentivité d'autres actants. Donc les actants, ça va être les personnages, les designers, toutes les entités impliquées dans le jeu. Le deuxième concept qui est beaucoup utilisé et qui est très pertinent dans le cadre de ce projet, c'est celui d'expressivité. Alors, le concept d'expressivité naît en regard d'un autre concept, en opposition à un autre concept qui est celui de jeu persuasif, qui a été créé par Ian Bogost en 2016 en disant que les structures, les systèmes des jeux portaient des messages, ça on le sait tous et toutes, et donc du coup qu'ils avaient une capacité à persuader les joueurs et les joueuses. Au contraire, les jeux expressifs sont des jeux qui laissent la possibilité à un ou plusieurs actants d'exprimer un point de vue. Alors que ce soit le point de vue du ou de la designer, le point de vue des personnages, le point de vue des joueuses. On trouve la notion dans les travaux de Sébastien Janvaux, beaucoup en France, à l'université, mais aussi, par exemple, dans la thèse d'Aaron Reed, qui est un designer et chercheur anglophone, ou, par exemple, aussi dans le blog d'Emily Short, que je n'ai pas noté ici, qui est une designeuse anglaise. Alors, à partir de là, j'ai essayé de mettre en jeu tous ces concepts pour pouvoir les tester. L'idée, c'est, OK, d'accord, on a plein de théories sur la question, plein d'idées, est-ce que c'est vrai? Donc, je crée un jeu, je crée un visual novel qui marche comme ça. D'abord, le principe du jeu, c'est qu'il y a différentes structures ludonarratives à choix. Vous avez 7 routes avec 7 personnages, et dans les 7 routes, il va y avoir une structure ludonarrative différente. C'est-à-dire que parfois, vous allez avoir de nombreux choix, mais aucun embranchement. Dans une autre, vous allez avoir des choix et des conséquences non immédiates, d'autres des choix et des conséquences aléatoires, etc. Donc, vous avez 7 routes. Dans chacune des routes est présenté le point de vue d'un personnage, et mes personnages ne sont pas aussi bien écrits que ceux de la conférence précédente en début d'après-midi, parce que ce sont des personnages que j'ai voulu assez stéréotypiques, qui sont créés à partir d'une problématique psychosociale et d'une conception personnelle du hasard et de la nécessité. À chaque personnage, un lieu est associé, et puis on va suivre les 7 jours pendant une semaine de chaque personnage. C'est l'histoire d'une petite ville et de l'inauguration d'un bâtiment, donc bon, l'histoire n'est pas non plus extraordinaire. Pour vous résumer un petit peu, ça ressemble à ça, la structure, et parce que je trouvais que ce n'était pas assez compliqué, les formes du récit sont différentes pour chaque route. Donc parfois, il y a un schéma actentiel, quelquefois, il y a la structure du Kishoten Ketsu, des fois, il y a une structure en 3 actes, etc.
Pour être un tout petit peu plus clair, par exemple, quand vous suivez Tatiana, sa problématique, c'est la carrière. Elle conçoit que la vie, c'est une méritocratie. Voilà. Mais par contre, la structure narrative fait qu'il y a de nombreux choix pour le joueur et la joueuse, mais aucun embranchement. Donc en fait, concrètement, la perception du personnage, ce qu'il pense, ce qui est écrit, est contraire à ce que la structure du jeu fait. Et vous avez une forme de récit différente. Pour vous donner un autre exemple, Marco, lui, pense que la vie, c'est au petit bonheur la chance, voilà, tranquillement. Et par contre, au contraire, le joueur et la joueuse ont des choix qui ont des conséquences non immédiates. Alors, comment est-ce qu'on a testé ça avec Gabriel ? On a fait 6 entretiens avec des joueurs et des joueuses. Je dis on, c'est Gabriel qui a réalisé les entretiens. Ce sont 2 groupes d'amis très investis dans des pratiques ludiques différentes, GN, jeux de rôle, jeux vidéo, jeux visual novel, etc. C'est donc une étude qualitative et pas quantitative, avec les biais qu'elle a, mais aussi ses capacités explicatoires. 3 entretiens ont été réalisés en ligne, 3 entretiens ont été réalisés en personne. La durée moyenne d'un entretien, c'est 2h30 avec un temps de questions sociodémographiques, un temps d'observation, un temps de débrief. Pour vous donner une idée, c'est 600 pages de transcription et une analyse thématique faite à la main via le logiciel Taget. Alors, qu'est-ce que cette étude permet de nous, en tant que designers, comprendre de la façon dont les joueurs et les joueuses reçoivent un jeu à embranchement ? Alors déjà, ça nous dit des choses sur la perception des structures à embranchement. Première chose à noter, les joueurs et joueuses voient le choix quand l'interface met en valeur le choix, quand le contexte narratif donne de l'importance au choix, et uniquement dans ce cas. C'est-à-dire que vous avez Gabriel qui essaie de demander à un enquêté « Alors, qu'est-ce que tu penses des premiers choix ?» Et Corentin fait « Ah, c'est des choix. J'avais pas vu que c'était des choix. » Bon. Donc, quand il n'y a pas le contexte autour du choix, les joueurs et joueuses ne perçoivent pas qu'il s'agit d'un choix. Les joueurs et joueuses ne perçoivent pas non plus quand il n'y a pas de choix. C'est-à-dire que sur mes 7 routes, il y a une des 7 routes dans lesquelles il y a un seul choix. Une personne l'a remarqué, et il y a une route dans laquelle il n'y a pas de choix du tout, personne ne l'a remarqué. Donc, quand vous n'écrivez pas de choix, finalement, ça ne choque personne. Les joueurs et les joueuses n'imaginent pas qu'un choix puisse avoir une conséquence aléatoire. C'est seulement à la fin, quand il réfléchit sur le sens du jeu, que Thierry se dit « Ah oui, puisque la vie, c'est pas seulement des choix et des conséquences, peut-être qu'il y a une part de hasard dans le jeu. » Donc les joueurs et joueuses imaginent peu que les choix n'ont pas de conséquences. Corentin dit « En tant que joueur, j'ai bien compris le message que toutes les actions ont d'importance. » À un moment du jeu où pas du tout. Il dit « C'est écrit littéralement sur mon écran, blanc sur noir. » Ça ne marche pas du tout comme ça. Les joueurs et joueuses partent donc du principe que les choix ont des conséquences directes, logiques, prévisibles, non aléatoires. Mais au fur et à mesure de la partie et dans l'entretien final, en fait, ils commencent à avoir des doutes et ils ne savent pas s'il n'y a pas de conséquences du tout ou s'il y en a, mais ils ne les voient pas. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt tendance à se dire « Ok, d'accord, c'est que c'est mal expliqué, c'est que j'ai pas compris, voilà, mais forcément, les choix ont des conséquences, c'est pas possible autrement. » Ensuite, l'enquête permet d'avoir des résultats sur le sentiment d'agentivité, donc le sentiment de contrôle que les joueurs et les joueuses ont, ou n'ont pas. Alors les joueurs et les joueuses ont décortiqué les choix pour essayer de reconstituer le raisonnement des designers et en déduire le bon choix dans une logique vraiment de réussite-échec. Vous avez bien réussi l'examen, vous avez bien compris ce qu'il faut faire ou pas, il y a une bonne voie et une mauvaise voie. Thierry, par exemple, passe un long moment d'un entretien en se demandant s'il faut suivre la ligne du budgétaire ou pas de la fleuriste. De manière générale, plus un choix a d'impact, plus il est valorisé. C'est-à-dire qu'Agnès va dire « Oh, j'ai vu, mes choix ont déclenché un truc.
c'est génial. Ce que ça déclenche finalement, ça a moins d'importance que de voir qu'il y a un impact de ces actions. Les choix perçus comme ayant des impacts génèrent donc des sentiments positifs dans la mesure où ils donnent l'impression d'avoir réussi quelque chose. On est vraiment presque dans la logique de bons points voilà, qu'on donne à l'école. Corentin dit « Yes, yes, j'étais sûr que je prendrais les bonnes décisions, la ville est à moi, donne-moi les clés, Jean-Christophe. » Ne pas percevoir la conséquence de son choix au moment de le faire est donc un facteur de stress. Agnès va commenter qu'elle dit « Ok, d'accord, le côté artistique est chouette, mais là, il donne du flou inconfortable. » Voilà, c'est le mot « inconfortable ». Et je vous passe dans les entretiens tous les mots, c'est stressant, c'est nul, c'est voilà. Je fais une très bonne pub de mon jeu. Les choix perçus comme n'ayant pas d'impact ou pas d'impact prévisible génèrent de la frustration chez une partie des joueurs et des joueuses. Par exemple, Thierry explique que même les maladresses, même les erreurs du personnage, il préfère que ce soit lui qui les choisisse. Donc vous avez vraiment l'idée que le manque de contrôle est quelque chose de frustrant pour les joueurs et les joueuses. Donc on est vraiment en raccord avec le discours des designers qu'on a vu au début. Mais ça pose aussi des problèmes de manque de cohérence. C'est-à-dire que Agnès souligne que là, la frustration vient du fait qu'elle n'a pas vu l'impact de tous ses choix. Mais de certains, oui, donc du coup, ça ne va pas. Elle dit aussi qu'elle attendait une conclusion, c'est-à-dire qu'à la fin du jeu, elle dit « Ah, quelle déception, il n'y a rien, il n'y a pas un épilogue. Attends, moi avec lui, je ne suis même pas arrivée à l'inauguration, on ne sait pas si ça a pété ou quoi. Ah, c'est nul, tout ça pour ça. » Je vous dis, meilleure pub. Parfois, l'absence de choix à impact n'est pas associée à un sentiment négatif. Et là, on est dans la logique complètement inverse à celle que je viens de vous décrire. C'est-à-dire que d'un côté, les joueurs et les joueuses vont dire « oui, il faut que mes choix aient des impacts, que je les vois, que je les prévois, etc. » Et de l'autre côté, le fait que ce ne soit pas le cas leur permet d'avoir un sentiment d'expressivité, d'investir de l'histoire d'un sens, de s'immerger dans la construction narrative. Lucas a cette phrase que je pense qu'on peut tous et toutes, nous qui designons des choix, retenir, parce qu'il vaut mieux des choix pas impactants que des choix impactants nuls. C'est devenu mon motto. Voilà, je vais l'afficher au-dessus de mon bureau. Donc, à côté des conceptions stratégiques des choix, donc vraiment dans cette logique échec, réussite, voilà, qui sont centrées sur leurs conséquences, il y a vraiment d'autres rapports au choix. Pour l'immersion, je l'ai dit, mais aussi pour la réflexion éthique ou pour le jeu de rôle. Par exemple, François dit qu'il a trouvé les choix éventuellement intéressants à partir du moment où il s'est plongé à la place du personnage et de se dire « Ok, d'accord, qu'est-ce que lui va faire, qu'est-ce que le personnage va faire ?» Donc, paradoxalement, par rapport à l'idée qu'il y a un bon choix, les joueurs et les joueuses vont apprécier le fait qu'il n'y ait pas de choix punitif qui les emmène vers les mauvaises fins. Et là, on a beaucoup d'exemples en ce sens. Lucas dit par exemple qu'il n'a pas ce côté frustrant. Corentin qui dit « Je pense à toi, Persona 4 », dit que en fait, dans ce jeu-là, contrairement à Persona 4, il n'y a pas eu l'impression d'avoir affaire à un jeu où il y a des bons ou des mauvais choix. Et Julie, elle parle de Life is Strange et elle dit que les jeux à choix, ça me stresse, ça me fait un peu paniquer, surtout quand ça a des conséquences sur l'entourage. Donc là, on était vraiment du côté de l'agentivité des joueurs et des joueuses, mais on voit qu'il y a aussi ce sentiment d'expressivité qui vient vraiment jouer dans leur engagement narratif. Alors, déjà, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il existe des logiques d'expressivité multiples au cours d'une même partie. Alors ça, c'est de l'universitaire, mais si je vous le traduis, c'est que les joueurs et les joueuses tentent de prendre à la fois en compte leur point de vue et le point de vue des personnages quand ils ou elles jouent. Alors les points de vue rentrent souvent en tension et donc du coup il y a des gros efforts de fait pour les faire entrer en cohérence. Par exemple, Lucas dit Marco, ça n'a pas l'air d'être le genre de personne qui est patient avec les mioches, je pense. Ouais.
Ah, mais on a envie d'être gentil avec les enfants, quoi. Donc vous voyez bien comment dans la même réflexion, il y a la réflexion du personnage, être fidèle au personnage, mais en même temps être fidèle à ses propres valeurs. Donc du coup, une partie des joueurs et des joueuses vont faire des choix qui vont refléter leurs propres préférences, leur propre personnalité, leur propre code moral et vision du monde. Julie explique par exemple qu'elle a le syndrome de la bonne élève et qu'elle essaie d'être la personne qu'elle aimerait être dans la vie, la personne formidable. Une partie des joueurs et des joueuses cherchent à identifier au contraire les personnalités des personnages pour faire des choix cohérents avec les personnages. Par exemple, François dit « J'ai pris la décision que Tatiana prendrait et pas celle que je prendrais moi ». Dans cette logique, et c'est absolument fantastique, les joueurs et les joueuses vont évoquer les idées d'empathie, de projection et les difficultés que ça soulève en même temps. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se projette dans la peau d'un personnage avec lequel on n'est fondamentalement pas d'accord ou avec lequel on n'a pas les mêmes expériences. Et en fait, tous ces discours-là donnent une très forte agentivité au personnage en tant qu'actant, pas du tout au designer. Par exemple, le cas va dire, ok, la personne âgée qui a perdu son conjoint et tout, c'est vraiment des trucs durs à se projeter. Et donc, du coup, on voit comment est-ce qu'il y a une tentative de prendre en compte la perspective du personnage. Et cette interprétation des personnages fait partie du plaisir de jeu. Et c'est à ce titre que la plupart des choix sont appréciés. C'est-à-dire que c'est une manière pour les joueurs et les joueuses de s'approprier les personnages, tout en se mettant à leur place, tout en étant guidés par des possibilités limitées du dialogue. Et c'est Corentin qui dit « Les choix, je trouve qu'on les met bien au personnage, c'est-à-dire qu'il laisse des choix, il, c'est moi, qu'il laisse des choix, il te laisse prendre des décisions sans dénaturer le perso. C'est-à-dire que Marco, tu ne peux pas en faire un gentleman, ça aurait été en même temps complètement hors du personnage, je trouve. » Donc, les joueurs et les joueuses vont aller jusqu'à s'attribuer une responsabilité vis-à-vis des personnages. Elles cherchent à faire ce qui est bien pour les personnages, vraiment dans une logique de care, c'est des entités desquelles il faut que je prenne soin parce que j'ai le pouvoir sur elles et eux. Julie dit, Marco, au final, je faisais que râler sur lui et tout. Et après, j'ai quand même essayé de faire des choix pour qu'il arrive à prendre un travail. Et j'ai quand même essayé de l'aider au final. J'ai pas, tu sais quoi, t'as qu'à pas dire, j'ai pas dit, tu sais quoi, t'as qu'à pas être nul. Tiens, regarde, je vais te punir parce que je suis tout puissant. Donc du coup, on commence à voir ce qui se dégage en termes d'interprétation et d'appropriation du côté des joueurs et des joueuses. Parce qu'en fait, les joueurs et les joueuses s'intéressent davantage aux personnages qu'à la structure à embranchement et interprètent le jeu par rapport aux personnages avant tout. C'est-à-dire que vous avez un jeu dans lequel les personnages ne sont pas excellents, soyons tout à fait honnêtes. Et pourtant, c'est l'élément d'interprétation qui revient en boucle dans tous les entretiens. Alors, on peut avoir plein d'éléments d'explication par rapport à ça, notamment le fait que dans notre culture contemporaine, dans la plupart des médias, que ce soit les séries télé, etc., le personnage est central comme dispositif de narration. Mais on peut aussi dire que c'est parce que la culture ludique des joueurs et des joueuses les invite à interpréter le jeu en fonction du personnage. Lucas dit c'est marrant parce que les choix, c'est le seul élément de gameplay et tu joues pas au jeu vraiment pour les choix, mais pourtant c'est ce qui est testé quand même, c'est vraiment marrant. Lui trouve ça marrant, moi pas du tout, Gabriel beaucoup. Thierry va dire que les choix que tu as faits pour Tatiana vont avoir tu ne sais pas si les choix que tu as faits pour Tatiana vont avoir un impact sur les autres runs. Et il va jusqu'à dire, et je ne pense pas que ce soit la thématique du jeu, je pense que la thématique du jeu, c'est vraiment de faire vivre des tranches de vie. Alors qu'en fait, c'est vraiment le cœur du jeu de faire des choix, de voir les conséquences ou l'absence de conséquences. En fait,
on remarque que les habitudes de consommation et les cultures fictionnelles des joueurs et des joueuses influent sur leur perception des structures narratives et sur leur plaisir de jeu. Par exemple, on a un enquêté qui va citer les visual novels, les RPG, le GN, mais aussi les romans comme Bonheur de Jean Baran ou le film Le Jour sans fin pour les structures à répétition. Et il va citer aussi ses activités ludiques par rapport à l'interactivité. Et donc, il va faire le lien entre tout ça et se dire, OK, d'accord, 7 jours, 7 lieux, 7 vies est plutôt comme ça, mais aussi comme ça. Et donc, j'attends ça de lui. Corentin a cette réflexion magnifique où il dit que quand tu joues à un jeu de rôle, par exemple Skyrim ou Divinity, au final, le RP passe pas tant. Parce qu'il y a d'autres composantes au jeu. Donc finalement, dans un role-playing game, Corentin ne se sent pas de faire du RP, alors que dans un jeu dans lequel où il y a très peu d'éléments, en fait, ça laisse la place à Corentin de faire du RP. Et d'ailleurs, pendant en fait tout le temps de l'observation, il est en train d'ajouter des réflexions aux personnages, de faire sa propre histoire. C'est très très drôle. Et parce qu'il s'agit d'un jeu vidéo, les joueurs et les joueuses ont des attentes claires en termes d'interactivité et d'agentivité. C'est-à-dire que François va dire je suis dans le cadre d'un jeu vidéo où il y a des interactions, des conséquences, c'est programmé, j'attends qu'il y ait des conséquences à mes actions. Les joueurs et les joueuses vont chercher à percevoir la structure du jeu, mais alors je vous dis, personne n'a compris le tableau, mais même de loin. Voilà, ils n'y sont pas du tout. François dit par exemple qu'il a des théories sur la manière dont le jeu fonctionne. Et il dit alors je pourrais jouer Marco, puis je pourrais jouer Tatiana, et puis ça pourrait changer, etc. Et ça va jusqu'à avoir un plaisir de redesign, que je pense on n'a pas tellement conscience en tant que designer. C'est-à-dire que un des vecteurs de plaisir de jeu qu'on a vraiment observé avec Gabriel, c'est ce plaisir de dire la designeuse, elle a fait n'importe quoi. Là, il aurait fallu mettre un choix. Là, non. Je comprends vraiment pas pourquoi est-ce que c'est écrit comme ça. Le personnage est trop con. Voilà. Par exemple, Thierry fait « Oh, ce qui serait génial, ce serait de refaire un run avec Tatiana et t'en refais un autre avec Marco. Il va se passer des trucs. » Voilà, ça peut être intéressant, mais c'est très compliqué à mettre en place. Et mon intuition, c'est pas le cas, voilà. Mais c'est tel que je vois les choses, c'est tel qu'il s'imagine le jeu. Et vraiment, il y a énormément de citations en ce sens-là. Les joueurs et les joueuses vont donc ajouter du contenu narratif, beaucoup sur les personnages, un peu sur l'intrigue, mais aussi beaucoup sur la structure à embranchement. Par contre, il y a très très peu de tentatives de comprendre un message que ferait passer la structure narrative. Il y a seulement François qui, à la fin, dit ok, peut-être que le jeu parle un peu du déterminisme, donc peut-être que les choix n'ont pas tous une influence, ça pourrait être un parti pris de la développeuse. Mais ça arrive vraiment à la fin de 2h30 et parce que Gabriel lui pose une question qui va un petit peu en ce sens-là. Pour résumer, je voudrais vous donner quelques conclusions par rapport à l'engagement narratif, qui était la promesse de départ. Pour qu'un choix ait un effet sur l'engagement, il faut d'abord qu'il soit perçu. Ça paraît bête comme ça, mais c'est hyper important. Le sentiment d'agentivité va favoriser l'engagement parce que c'est une attente de la culture vidéoludique. C'est-à-dire que parce que tous et toutes, en tant que joueurs et joueuses, on nous a appris qu'il fallait être engagé, immergé dans un jeu parce qu'on voit les conséquences de nos actions. Du coup, quand on arrive face à un nouveau jeu, on se dit « Ok, d'accord, j'attends ça. Je vais le lire, je vais le jouer et je vais l'évaluer par rapport à ça. » Le sentiment de non-agentivité peut défaire l'engagement, c'est vrai, mais pas nécessairement. C'est pas parce que votre joueur ou votre joueuse ne se sent pas en contrôle, ne se sent pas puissant, qu'il y a moins d'engagement narratif. Et quand il y a ce sentiment de non-agentivité, alors l'engagement peut prendre la forme de l'immersion. Et vous voyez comment c'est paradoxal. C'est-à-dire que paradoxalement, dans l'échantillon, les joueurs et les joueuses sont plus en situation d'immersion au moment où ils ne se sentent pas en contrôle.
Ce qu'il faut noter aussi, et ça j'insisterai vraiment beaucoup dessus, c'est que les consommations médiatiques des joueurs et des joueuses ont une grande influence par rapport à l'engagement narratif via l'interactivité. Si vous avez des gens qui sont habitués du GN, forcément quand ils se retrouvent dans les possibilités limitées d'un visual novel, il va y avoir un sentiment de frustration. Par contre, si vous avez des gens qui sont habitués au visual novel, les rares moments de choix vont être tout à fait compris et jugés classiques. Voilà. L'expressivité des joueurs et des joueuses ne favorise pas nécessairement l'engagement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les joueurs et les joueuses peuvent donner leur point de vue qu'il y a forcément un engagement dans la fiction. Au contraire, c'est parce que les personnages peuvent s'exprimer, parce que les personnages ont un point de vue et que les joueurs et les joueuses peuvent coller à ce point de vue, comprendre ce point de vue, aider les personnages à porter ce point de vue, qu'il y a un engagement narratif. Donc du coup, il faut aussi souligner que l'engagement narratif lié au choix ne vient pas seulement de l'immersion, mais aussi au plaisir réflexif de comprendre la structure de jeu existante et d'imaginer des alternatives dans le design des choix et des embranchements. 3 conclusions pour le design, parce que je me doute que j'ai donné plein de résultats. Voilà. Je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, tout est anonymisé. Lucas ne s'appelle pas vraiment Lucas. D'abord, le premier truc que je vous invite à retenir et que moi, ça m'a fait prendre conscience dans ma propre pratique, c'est que il faut arrêter de se stresser. C'est-à-dire que quand vous êtes à un moment où vous designez un choix et que vous vous dites « Ok, d'accord, là, il faut que ce soit impactant, etc. » En fait, il y a de grandes chances pour que les joueurs et les joueuses passent à côté, ne s'en rendent pas compte, en fait, soient occupés avec un personnage, etc. Donc certes, il y a des choix qui vont être jugés plus ou moins impactants par les joueurs et les joueuses, mais au final, vous ne contrôlerez pas en fait le vecteur d'engagement principal du joueur et de la joueuse, à moins de le cadrer particulièrement dans la périphérie du jeu. Et j'y viens. On pourrait dire, avec tout ce que j'ai présenté, que les gens dans l'industrie, les discours courants sont vrais, qu'il faut designer les choix en fonction de leurs conséquences, qu'il faut des conséquences, que les choix n'ont pas de sens sans les conséquences. Sauf qu'en fait, plutôt, ce que l'étude montre, c'est qu'on a appris à nos joueurs et nos joueuses qu'un bon jeu a des conséquences. Et que tant que on va continuer à leur apprendre ça, ils vont attendre ça des nouveaux jeux. Et donc du coup, l'idée, c'est plutôt, on peut aussi, nous, en tant que designer, créer un nouvel horizon d'attente. Faire de nouvelles façons de faire des jeux, et la conférence de Florent était très, très parlante à ce titre, créer de nouvelles façons de faire des jeux, mais il faut aussi l'expliciter aux joueurs et aux joueuses. C'est-à-dire que si vous dites « Ok, c'est un jeu à embranchement, un jeu à choix », sans préciser qu'il y aura ou qu'il n'y aura pas des compétences, sans un contrat clair avec votre joueur ou votre joueuse, vous allez forcément créer de la frustration parce qu'il ou elle va venir dans l'expérience avec ses propres habitudes de consommation. Au contraire, je pense que notre boulot en tant que designer, c'est d'être explicite sur ce que notre jeu fait. Ce que je n'ai pas du tout fait avec 7 jours, 7 lieux, 7 vies. Et je voudrais finir avec deux petits verbatims. Lucas, encore une fois, qui dit « J'aurais pris ce jeu-là il y a 7 ans, j'aurais dit ces choix ne servent à rien, alors que maintenant je vois qu'il y en a, je ne sais pas à quoi ils servent, mais déjà ça ne me dérange plus. » Là, on voit comment il y a une littératie numérique qui s'est créée progressivement. Et enfin, Agnès qui dit dans le jeu, il me manquerait un petit peu le contrat moral, la lettre d'intention. Et c'est ce que je vous disais sur le travail d'explicitation. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.
va faire circuler un micro pour ceux d'entre vous qui auraient des questions. Et je vois déjà une main se lever là-bas. Et ici, je retire après. Je vous laisse faire passer le micro jusqu'au monsieur Rouge. Bonjour, déjà merci. Moi j'ai une question de curiosité en tant que joueur. Quand on joue par exemple à Mass Effect, je pense à cet exemple-là parce que c'est celui que j'ai en tête, les choix qui sont proposés à la personne qui joue en termes de rédaction ne sont pas ceux qui sont exprimés par le personnage. C'est des phrases différentes. Je vais avoir 3 choix qui sont en général des phrases courtes. Et le personnage va l'exprimer d'une autre façon. Et des fois, je suis frustré parce que je me dis, mais non, c'est pas ça que je voulais dire en fait. Alors, j'ai remarqué que c'était assez récurrent. Quelle est la raison derrière ça? Pourquoi est-ce qu'ils font comme ça? Alors, c'est une problématique généralement de caractère dans la ligne. Et puis de sentiment de répétition. C'est-à-dire que quand on a des interfaces de choix, il faut que les lignes de dialogue soient pas trop longues. Et puis généralement aussi, quand on a cette répétition du choix et de dire 2 fois la même chose, au fur et à mesure, il y a un sentiment de lassitude qui se crée chez le joueur ou la joueuse. Et donc, du coup, l'idée de ce système, c'est de résumer ce qui a été dit, mais effectivement, on perd des nuances et c'est une grosse question que se posent plein de narrative designers. C'est une partie de réponse que j'ai là. Je suis sûre que plein d'autres personnes ici en auraient d'autres. Je ne sais pas si... D'accord, ok, merci. Alors. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Vous avez montré des exemples qu'avec des personnages très clairement identifiés, etc. Et je me demandais, est-ce que vous pensez que vos conclusions tiennent toujours quand on incarne un personnage muet à la Skyrim, etc. On fait toujours des choix, on peut choisir des dialogues, mais le personnage n'est pas clairement identifié. Est-ce que le rapport au joueur, du coup, change? Est-ce que vos conclusions tiennent encore? Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Alors, ma réponse en tant que chercheuse, c'est tant que je ne l'ai pas testé, je ne peux pas dire. Ce qui se dit beaucoup dans les écrits de professionnels ou les écrits théoriques, c'est que cette coquille vide permet justement de favoriser un sentiment d'agentivité de la joueuse, de lui laisser une place pour s'exprimer. Mais peut-être que les résultats de l'enquête ici vont venir questionner ça en se disant ok, il y a un fort sentiment d'agentivité, mais c'est peut-être pas le biais principal pour l'immersion. Voilà. Désolée. Réponse de Normande. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais vous demander, alors ça sort un tout petit peu de ce cadre-là, mais c'était juste pour savoir si vous aviez déjà essayé des jeux narratifs faits par l'IA, enfin contrôlés par une IA, et si vous envisagiez justement de travailler en fait sur le rapport qu'un joueur a un modèle de langage en fait qui guide l'histoire et qui répond à tout ce que peut penser le joueur en fait. Je suis très mauvaise sur l'utilisation de l'IA. En fait, j'en perçois très vite les limites et je pense que pour avoir une bonne maîtrise de l'IA, il faut pouvoir coder sa propre IA et comprendre complètement les enjeux de design dans le code même et j'en suis absolument incapable. Donc du coup, en fait, vraiment, c'est des sujets que je laisse aux experts et aux expertes. Voilà. Je ne vais pas aller m'amuser à faire un truc dont je comprends qu'à moitié les enjeux et dont j'ai pas où je sais pas exactement quelles sont les sources. En fait, je pourrais, si je savais le coder, je pourrais faire une IA moi et lui donner que mes textes à moi pour bidouiller. Mais tant que je maîtrise pas ça, j'y touche pas trop. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur en haut. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Et je me demandais si dans
le cadre de cette recherche, on pouvait essayer d'étirer la notion de choix à des enjeux gameplay qui ne se limitent pas qu'à choisir, comme par exemple amener un objet à tel endroit, faire tel choix stratégique, tuer tel personnage, etc. Ou si c'était strictement limité à des choix de dialogue. Dans le jeu que j'ai fait, c'est vraiment des choix, ne serait-ce que parce que c'était mes premières utilisations de Ren'Py, et donc du coup j'avais bien compris comment est-ce qu'on faisait 2 boutons ou 3 boutons, et puis voilà, mais que j'en étais pas à cliquer sur des objets et de voir ce que voilà. Mais par contre, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur un jeu un petit peu plus grand ou avec des ambitions de gameplay un peu plus larges, de voir, ok, d'accord, est-ce que ça fonctionne de la même manière? Est-ce qu'aller chercher un objet, ça fonctionne de la même manière? Est-ce que même choisir... Il y a énormément d'études qui sont faites sur, par exemple, les skins comme facteur d'expressivité. Je pense que, il y a énormément de choses à faire. Voilà. J'arrive. Bonsoir. Je m'interroge sur le... Alors, à un moment, vous exprimiez le fait que, comme une surprise, de voir que les joueuses et les joueurs semblaient s'investir plus à travers le personnage et moins dans ce qui était le cœur de jeu, à savoir faire des choix et d'aborder les embranchements. Je me demande si, au vu des visuels qu'on a vus, on est proche des personnages. On a des personnages qui sont présentés comme étant des agents, des sujets. Et donc, je me dis que peut-être cette approche-là, cette présentation-là, donc c'est un contrat déjà de posture pour le joueur, qui fait qu'on aborde d'office, on est engagé justement à les traiter comme des agents et comme des sujets, et non comme des objets, des ressources qu'on manipule, dans une perspective qui est autre, qui serait juste le fait de, tiens, on teste, on fait des embranchements vus du dessus, comme une espèce de un god mode, un dieu antique qui joue avec le destin. Oui, c'est une réflexion très très juste que je me suis faite, d'autant plus que le premier choix réel dans le jeu, c'est une liste de personnages qui se débloque au fur et à mesure. Donc effectivement, rien que ce premier choix-là va orienter l'approche par le personnage, et je pense qu'il y a aussi les attentes du genre du visual novel qui sont très centrées sur le personnage. Mais par contre, ce qui pourrait nuancer cette piste-là de réflexion, c'est le fait que on ne voit pas le personnage qu'on joue. Donc la première fois quand on clique sur Tatiana et qu'on fait les 7 jours avec Tatiana, on ne sait pas à quoi elle ressemble. Ce qui donne des retours d'expérience très étranges du genre une joueuse dans la première enquête qui dit « Oh, je me sens vraiment proche de Marco, on pense pareil, etc. » Puis elle voit à quoi ressemble Marco et elle fait « Non, mais en fait, je suis plus du tout proche de Marco. » Je ne m'associe pas du tout à cette personne-là. Voilà. Donc, voilà, il y a ce biais-là par le dispositif, mais à nuancer peut-être. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. J'aurais 2 questions. La première, c'est il y a du coup pas mal de liens dans la présentation. Est-ce que vous auriez moyen de mettre à disposition les PowerPoint pour qu'on puisse accéder directement aux recherches ? Merci beaucoup. Et la deuxième question, c'est je me posais la question de l'impact du coup, vous avez dit que quand il n'y a pas d'ingentivité au niveau des conséquences du choix, on est plus à roleplay le personnage ou à essayer de comprendre à travers ses yeux. Et est-ce que le fait que les personnages soient très stéréotypés et très caractéristiques, et du coup, c'est des visions qu'on a probablement déjà vues dans d'autres œuvres, ou qu'on a probablement déjà une image mentale de comment ils se comportent et comment ils devraient se comporter, est-ce que si on n'avait pas ça, est-ce que si on avait des personnages plus atypiques, ou en tout cas qu'on a moins d'images de comment ils devraient se comporter, ça ferait qu'on n'arriverait pas à engager avec le roleplay du personnage ? Je ne sais pas si je suis pas clair dans ma question. Oui, je comprends tout à fait. Alors déjà, pour les références, oui, celle-ci, d'autres, je peux faire des mails entiers de références.
Et pour la deuxième question, je pense effectivement que le caractère stéréotypique aide, mais en fait, ce qui est très drôle, c'est que les joueurs et les joueuses vont s'emparer du personnage et vont leur donner d'autres dimensions. Par exemple, donc il y a Marco qui est le stéréotypique, le stéréotype du loser un peu, voilà, au départ. Et puis bon, parce que quand même j'essaie d'écrire un petit peu, je l'ai fait un petit peu plus complexe que ça. Mais en fait, les joueurs et les joueuses, au bout d'un moment, s'en fichent du texte qui est écrit et puis vont juste caler ce que eux et elles perçoivent du personnage à partir de leurs propres expériences de vie. Et donc vous avez des interprétations des personnages qui viennent « Ah oui, mais en fait, je sais qui c'est Marco parce que je l'ai fréquenté au boulot, à la fac, etc. » Et une fois que j'ai cette idée-là du personnage, il peut évoluer dans le texte comme il veut. Moi, j'ai ma propre interprétation et donc, du coup, je vais toujours aller dans ce sens-là. Donc, je pense que vraiment, c'est pas seulement le fait qu'il soit stéréotypique, c'est le fait que le personnage est vraiment un vecteur pour le joueur et la joueuse d'engagement par rapport notamment à sa vie, à la vie des proches, etc. Et qu'il y a ce phénomène de va-et-vient entre la fiction et le réel. Voilà. Coucou. Mais moi, je me posais des questions qui sont plutôt des questions d'ordre méthodologique. La première, c'est pourquoi le choix du qualitatif et pas du quantitatif, quitte à sortir le jeu sur Steam. Pourquoi pas avoir quelque chose comme un questionnaire intégré ou ce genre de choses qui aurait permis de peut-être pondérer certaines datas. Et la deuxième question, c'est est-ce que Gabriel et toi, vous avez essayer d'appliquer un peu la méthodologie de test que vous avez appliquée du coup sur ce jeu que toi tu as designé sur des jeux existants? Alors, pourquoi du qualitatif et pas du quantitatif? Tout simplement parce que faire du quantitatif sans avoir de budget, c'est compliqué. Pour vous donner une idée, pour parler de sous, l'ensemble du projet a été financé à 2 000 euros avec un stagiaire. Voilà. Voilà. Donc on fait du qualitatif parce que c'est ce qui est faisable. Voilà, d'abord. Et puis aussi parce que pour moi, en tant que designeuse, c'est plus parlant, mais c'est vraiment une expérience très personnelle. C'est plus parlant d'avoir quelques citations que je peux revenir, sur lesquelles je peux revenir, comme Anthony comme Lucas, bravo l'anonymisation, comme Lucas qui donne des petits conseils, comme là la lettre d'intention de Agnès à la fin. Pour moi, c'est quelque chose qui va rester avec moi, alors que les stats et les gros tableaux, c'est moins quelque chose qui reste avec moi. Voilà. Mais c'est des questions de subjectivité. Et la deuxième question, c'était... Oui. Le protocole est complètement utilisable. Le protocole vient essentiellement de Gabriel et il est absolument fantastique parce qu'il a été co-construit avec les joueurs et les joueuses. C'est-à-dire que il y a énormément de questions là auxquelles on a pu répondre auxquelles on n'avait pas pensé avec Gabriel, notamment l'interprétation, etc. Et c'est un protocole qui est très chouette parce qu'en fait, c'est on joue, enfin Gabriel observait en même temps que les gens jouaient et le protocole crée aussi des expériences de jeu très spécifiques parce que ça fait parler, parce que ça fait aller au cœur de l'expérience, etc. Et donc... oui, pour celles et ceux qui voulaient, mais il y a aussi des performances qui sont des performances théâtrales quasiment du jeu. Il y a des gens qui disaient rien et puis qui au bout d'un moment disaient « mais pourquoi ce choix-là ? Non !» Voilà. Donc du coup, vraiment c'est un protocole. Si vous avez des jeux à tester, voilà, avec Gabriel à la rigueur, on est longue, voilà, il nous faut 2 ans, mais c'est pas financé. Mais si vous avez des jeux à tester, on peut utiliser le protocole. Voilà.
Non, on vient tout juste de finir les 600 pages de transcription pour là, aujourd'hui, voilà. Bonjour et merci pour la conférence, c'était super intéressant. Toujours question méthodologie. Du coup, vous avez posé des questions aux personnes juste après qu'elles aient joué ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur 2h30 environ, au début, il y avait un temps de questions âge, genre, catégorie socio-professionnelle, aussi les questions vraiment si les warnings, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez partir, les soucis de connexion, ce genre de choses-là. Ensuite, il y avait le temps de jeu pendant lequel Gabriel observait les gens jouer, soit à côté, soit en visio, en leur disant ok, est-ce que vous pouvez décrire vos expériences ou comme vous le sentez, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Et ensuite, il y a eu un questionnaire assez classique en sociologie qui a été fait à partir de la première étude exploratoire et du retour des joueurs et des joueuses qui nous ont clairement dit en fait il faut une tier list des personnages. Donc au bout d'un moment, Gabriel s'est mise à poser la question aux enquêtés ok, donc quelle est ta tier list des personnages? Voilà. Mais du coup, vous n'êtes pas revenu beaucoup plus tard en laissant le temps de la réflexion aux gens et en leur disant maintenant que ça fait 1 mois que tu as joué, est-ce que tu y penses encore? Est-ce que tu as des réflexions qui sont venues depuis, ce genre de choses? Gabriel avait laissé la possibilité aux joueuses de le faire. Gabriel avait laissé la possibilité aux joueuses de le faire. Ces retours n'ont pas été enregistrés ou traités pour l'instant dans notre étude. Mais en fait, généralement, les gens passaient à autre chose ou alors ils lui envoyaient juste un petit message en lui disant « Oh, c'était vraiment chouette d'avoir fait ça. » Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah. Merci pour cette conférence très intéressante. Je suis arrivé en cours de route, donc peut-être que tu as évoqué ça au début, je ne sais pas. Il y a un terme qui est revenu à plusieurs reprises, qui est la frustration des joueurs et des joueuses. Donc voilà, je ne sais pas si tu as évoqué un petit peu ça, mais je me demandais, est-ce que tu as fait un travail sur ton rapport à la frustration des joueurs, des joueuses? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait dans votre métier, qui mérite d'être peut-être plus abordé? Est-ce que c'est une bête noire pour vous, ou au contraire, ce qui pourrait passer pour une faiblesse, et tu la transformes en force? Enfin voilà, je me questionnais là-dessus. C'est super intéressant parce que effectivement, et puis vous me huez si je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que dans l'industrie, on a beaucoup ces concepts de flow, d'immersion qui vont vers la conception d'expériences où on est complètement en phase, accroché à une expérience narrative. Or, de plus en plus, et c'est les discours médiatiques de manière générale qui vont dans ce sens-là, alors que de plus en plus, on se rend compte que les phénomènes de réflexivité, d'être à distance du jeu, de poser, d'être peut-être un peu énervé, un peu, voilà, et ces sensations de distance ne sont pas forcément des choses qui viennent couper l'expérience de jeu, et au contraire, c'est un vecteur d'engagement narratif. Et donc, du coup, en fait, il y a beaucoup de joueurs et joueuses du jeu qui râlent tout au long du jeu, qui disent que le design est nul, les personnages sont mal écrits, qui sont frustrés, etc. Et à la fin, quand Gabrielle leur dit est-ce que, grosso modo, enfin, généralement, elle s'excuse, elle dit bah, je suis désolée, en fait, tu as passé 2h30, c'était pas très agréable. Et en fait, les joueurs et les joueuses disent non, mais en fait, c'était chouette. Donc il y a une vraie dissonance entre le sentiment sur le moment et puis l'expérience totale et ce moment de ok, d'accord, en fait ce que j'ai eu, c'est pas juste ce moment de frustration, c'est une expérience qui a du sens ou de laquelle je fais sens a posteriori. Donc voilà, je pense que on gagne peut-être, enfin moi c'est comme ça que je le retiens, en tant que designer, à pas se dire qu'il faut être forcément
complaisant ou complaisante avec les joueurs et leur donner des rewards, notamment immédiates, mais que c'est OK de travailler avec toutes les palettes d'émotions qui existent. On a le temps pour encore une ou deux questions. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris les escaliers. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez identifié des problématiques, mais ce pas des problématiques de prise en main du jeu ou de répétitivité. Parce que par rapport à mon expérience personnelle, c'est quand je joue la première fois à un jeu et je ne sais pas ce qui m'attend dans les choix, j'ai plutôt tendance à faire mes choix. Et la deuxième fois, à me dire, je vais plutôt jouer le personnage à fond une fois que je suis un peu à l'aise, que j'ai au moins l'impression d'avoir compris comment le jeu marche, etc. Y a beaucoup de joueurs et joueuses qui disent qu'ils et elles aimeraient bien refaire le jeu, même s'ils viennent d'y passer 2h30 pour voir justement, pour tester les autres possibilités. Déjà, il y a beaucoup de discours en ce sens. Et puis, je pensais qu'il y aurait des sentiments de lassitude, notamment parce que en fait, quand Tatiana et Marco se croisent, en fait, on le joue du point de vue de Tatiana, puis on le joue du point de vue de Marco, et quand il y a des lignes de dialogue, c'est les mêmes lignes de dialogue, la plupart du temps, ça bouge pas. Et donc du coup, je me suis dit effectivement les joueurs et les joueuses vont se lasser, et en fait pas du tout. Le fait d'être d'un autre point de vue, le fait de roleplayer et justement de s'investir dans la construction de l'histoire fait que grosso modo je leur raconte 7 fois la même chose, ça dérange personne. On va critiquer mes choix, mais on va pas critiquer le fait que j'ai raconté 7 fois la même chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci.